Le rapport parvenu au gouvernement sur ces événements fait état d'échanges de coups de feu entre les unités commises par la justice militaire pour une perquisition dans la résidence de l'honorable Bakungu, où ont été effectivement trouvées des armes de guerre et des éléments qui protégeaient la dite présidence et qui font partie de la garde de M. Bakungu. Le bilan humain de cette confrontation fait état de 2 morts parmi la garde de M. Bakungu et 2 morts parmi les préposés de la justice militaire. Dans l'ambiance générale d'insécurité qui s'en est suivie, les autorités locales ont décidé dans un premier temps de placer la famille de l'honorable Bakungu en sécurité pour éviter d'éventuelles représailles. Par la suite, Mme Bakungu et ses enfants ont pu regagner libres leur domicile. Compte tenu des privilèges de juridiction qui le couvrent, le député Bakungu Mitoneke sera transféré aujourd'hui même à Kinshasa et présenté à M. le procureur général de la République pour une suite utile à ce dossier qui est assez grave. Au sud Kivu, 8 militaires du 109e régiment des forces armées de la République démocratique du Congo ont été accusés d'avoir agressé le gérant d'un bistrot et d'avoir emporté près de 5 000 $ à Bibombe en territoire de Moïna, dans la nuit du lundi 30 à mardi 31 janvier. Sans tarder, l'autorité militaire locale, le lieutenant-colonel Chiviri, a procédé à l'identification de ces éléments indisciplinés et procédé à leur arrestation parce qu'ils déshonorent l'uniforme des FARDC. Ils restent détenus dans l'attente d'un jugement de la justice militaire. En deuxième lieu, nous voudrions vous entretenir des suites de la proclamation des résultats provisoires des élections législatives à travers tout le pays, à quelques rares exceptions près. Vous le savez, la Commission électorale nationale indépendante vient de rendre publics les résultats des élections législatives nationales. C'est une bonne chose et le gouvernement s'en félicite. Du fait de nombreuses réclamations enregistrées ici et là, certains parlent volontiers de crise politique, de crise institutionnelle. D'autres parlent de débâcle et annoncent une sorte d'apocalypse. Ils ont tort et le peuple congolais va le leur démontrer. Notre système démocratique, en effet, n'est pas encore parfait. Le gouvernement est le premier à le reconnaître. Nos élections ne sont pas parfaites. Quelles élections le sont de par le monde? Le chef de l'État lui-même a encouragé des améliorations dans les services rendus à la nation par l'administration électorale que nous avons mise en place, laquelle gagnerait beaucoup à recadrer ses prestations à la lumière des observations enregistrées. Mais nous devons être conscients, selon le gouvernement, que c'est tout ce dont dispose le peuple congolais aujourd'hui pour faire entendre enfin sa voix. Les scrutins électoraux de novembre dernier ont certes été empreints de quelques erreurs et de quelques irrégularités qui ont été dénoncées. On l'a dit, on l'a redit, au niveau de l'État, au plus haut niveau de l'État. Des missions d'observation que nous avons invitées ont attiré l'attention là-dessus, sans aller jusqu'à contester la validité du classement effectué par la CENI en ce qui concerne l'élection présidentielle. Et il n'est pas inutile de rappeler qu'aucune des organisations qui se sont prononcées sur ces irrégularités n'a pu réaliser un monitoring qui puisse donner lieu à des estimations globales crédibles pouvant couvrir l'ensemble des 63 000 bureaux de vote. Nous entendons plus des états d'âme, nous entendons plus des rancœurs qui s'expriment, nées des vieux conflits, plutôt que des analyses objectives sur la situation réelle
dans les 63 000 bureaux de vote disséminés à travers la République. Il n'est pas acceptable que les conditions particulières dans lesquelles se sont préparées et se sont déroulées ces élections soient purement et simplement occultées dans l'analyse. Ce sont les élus envoyés au Parlement par le peuple congolais en 2006 qui en ont défini l'arsenal juridique, lequel a été mis en œuvre par une commission électorale nationale indépendante dûment désignée après d'âpres négociations par la majorité et l'opposition. Aussi imparfaites qu'elles aient pu paraître, les élections de novembre 2011 et les élections à venir sont nos élections, à nous Congolais. Ce sont les élections faites par des Congolais pour des Congolais. Des Congolais soucieux de l'avancement de leur pays et qui doivent en assumer les performances aussi bien que les imperfections et s'impliquer activement dans les améliorations requises. Il ne s'agit certes pas de recommencer à zéro, comme d'aucuns le suggèrent. Nous entendons en effet des chants de sirènes qui n'ont que très peu aidé notre pays à aller de l'avant au cours de ces dernières années, nous proposer de faire table rase. Ce serait irresponsable. Nous devons progresser. Nul n'ignore que la Commission électorale nationale indépendante a œuvré sous de fortes pressions qui lui ont imposé un calendrier difficilement tenable, mais qu'elle a tenu dans un pays continent, aux infrastructures embryonnaires. On peut à cet égard rappeler les conditions dans lesquelles l'ancienne commission électorale indépendante avait réussi à organiser les scrutins de 2006. La période de transition politique ayant été fixée par les négociateurs congolais de Sun City à 3 ans, mais en 2005, pour se donner le temps d'organiser des élections crédibles, le bureau de la commission électorale indépendante avait sollicité et obtenu des 2 chambres du Parlement la prolongation de la période de transition pour une durée de 6 mois renouvelable 2 fois. Ce fut fait le 17 juin 2005 au Parlement de transition sous les huées des mêmes acteurs politiques qui reviennent à la charge aujourd'hui avec des exigences extrêmes et qui menaçaient alors le pays de l'apocalypse si la transition ne se terminait pas à la date prévue en 2005. Ce qui se passe aujourd'hui a donc été déjà vu. Ils avaient alors exigé que la dernière période de transition consensuelle prenne obligatoirement fin en novembre 2006. Faute de quoi, il y aurait un vide juridique. Déjà, ils parlaient de vide juridique. Vide juridique qui nécessiterait, selon eux, des négociations. Déjà, des négociations en 2006. Alors que le pays se préparait pour des élections attendues par le peuple tout entier et par le monde entier. Il n'est pas question, mesdames et messieurs de la presse, que du simple fait de l'existence d'un contentieux électoral, aussi volumineux fut-il, qu'on revienne à ces pratiques surannées. Quels qu'en soient les avatars, ces élections ont été nos élections. Les irrégularités, les erreurs, les violences qui ont pu les caractériser en certains endroits ont été bel et bien prises en compte dans la législation qui les régit. Notre pays dispose d'institutions idoines, responsables pour prendre en charge tous ces dysfonctionnements. Nous devons donc nous assumer et cesser de donner au monde ce spectacle honteux de pusillanimité et d'agitation immature qui tendent à disqualifier l'agenda de la reconstruction nationale, le seul valable aujourd'hui au profit de querelles de positionnement interminables. S'agissant des négociations politiques, il est déplacé et rétrograde de vouloir imposer un retour à des négociations comme réponse aux cas d'erreur ou d'irrégularité
constatées dans l'organisation de ce scrutin. La Constitution et les lois de la République nous font obligation de gérer tous ces cas d'erreur et d'irrégularité par les voies du contentieux juridictionnel. Dialoguer, oui, pour améliorer, pour perfectionner notre démocratie naissante. Mais non, s'il s'agit de violer nos propres lois, pour leur substituer une sorte de patrimonialisation des institutions politiques nationales par des intérêts particuliers dans le microcosme politique de Kinshasa. Les voix qui, au sein de la classe politique, s'élèvent pour réclamer avec une certaine insistance de nouvelles négociations politiques afin de résoudre ce que certains affectent de considérer comme une crise politique majeure, ne nous donnent aucune méthodologie qui prenne en compte l'état de droit dans ce pays qui a renoué avec l'état de droit en 2006. Des organisations non gouvernementales, nationales comme étrangères, des confessions religieuses, des institutions ou agences internationales qui se jettent à corps perdu dans cette mêlée se comportent comme si nous nous trouvions dans un laboratoire de sciences politiques d'une université, plutôt que dans un pays doté d'une constitution, de lois et d'institutions opérationnelles. Cela, mesdames, messieurs, n'est pas acceptable. À cet égard, tout en affichant sa pleine disponibilité à dialoguer et à collaborer avec tous les Congolais, soucieux du devenir de notre pays, sans aucune discrimination d'ordre idéologique, le président de la République a indiqué, je le cite, la fin dans notre pays d'une époque où l'alternance au pouvoir ne répondait à aucune norme démocratique et où le financement du processus électoral était essentiellement assuré par la communauté internationale. Pour la deuxième fois, je continue la citation, le peuple congolais s'est rendu aux urnes à terme échu et dans un climat globalement apaisé. Pour la première fois dans notre histoire, un mandat présidentiel s'est terminé sans crise institutionnelle et les élections ont été à 95% financées sur fonds propres de la République. Bel exemple d'avancée démocratique et de reconquête d'une souveraineté à un moment perdu. Fin de citation. Depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, c'est la première fois qu'après le cycle constitutionnel de 5 ans, le peuple congolais a été consulté sur son devenir. C'est la première fois qu'il s'est vu associé à la définition de son destin. Il s'agit d'un apprentissage dont il a été sévré depuis plus d'un demi-siècle. Ceux qui sont appelés à décider du sort de la République démocratique du Congo sont ainsi le produit de la seule volonté souveraine de notre peuple et savent de la sorte qu'ils ont des comptes à rendre à ce souverain primaire, pas à des faiseurs de dialogue. Il est dommage que certains acteurs congolais se voilent la face devant cette réalité pour la simple raison que le scrutin n'a pas souri à leur dessein personnel. La reconstruction en cours de la République démocratique du Congo ne concerne pas seulement les infrastructures et le social. Cette reconstruction a également un impact sur le paysage politique national. Il nous appartient de persévérer, quelles que soient les difficultés et les imperfections qui jalonnent le chemin, dans la recherche du bien et du mieux pour notre peuple. Tous les pays dits aujourd'hui de vieille démocratie sont passés par là, et ce depuis des siècles. La République démocratique du Congo n'en est encore qu'à des balbutiements. Et c'est le lieu de nous mettre en garde contre les réflexes d'inertie qui tendent à nous ramener aux vieilles pratiques qui aboutissent en fait à marginaliser les masses pour la capture de l'initiative par des groupes d'intérêt d'initiés au travers d'interminables négociations pour le partage du pouvoir,
brandies comme solution idéale à la moindre difficulté, mais qui ne sont en réalité que des aménagements opportunistes et carriéristes pour ceux qui ont choisi la politique comme moyen de subsistance. Mesdames, Messieurs, la question que l'on est en droit de se poser est celle de savoir pourquoi avoir organisé de si coûteuses élections pour ensuite faire fi de leurs résultats au profit de négociations de type dialogue intercongolais entre acteurs politiques. Le choix du peuple doit, selon le gouvernement, être impérativement respecté par tous. C'est le lieu de rappeler aux globetrotters, émissaires du candidat malheureux, à l'élection présidentielle du 28 novembre 2011, qui sillonnent les capitales africaines et occidentales, dans une quête frénétique d'une punition contre leur propre pays, que leur démarche fondée sur la réminiscence des luttes contre la dictature de la Deuxième République que j'ai personnellement menées ne sont plus opérationnelles dans le contexte d'une démocratie, comme c'est le cas aujourd'hui en République démocratique du Congo. Ceux des dirigeants étrangers qu'ils vont ennuyer à longueur de journée avec nos dysfonctionnements internes ont eux-mêmes d'autres chats à fouetter. Ils ont eux-mêmes des problèmes parfois de loin plus sérieux que les nôtres. Un groupe de l'opposition, vous le savez, s'en est ainsi allé battre la semelle à Addis Abeba en marge du dernier sommet de l'Union africaine. Un des membres a prétendu que certains chefs d'État africains seraient favorables à ce qu'on revienne sur l'arrêt de la Cour suprême de justice de la République démocratique du Congo, proclamant le président Kabila définitivement vainqueur. Totalement insensé. Aucun chef d'État africain ne peut ni n'a pris une telle position. Cette information est donc fausse et la position de l'Union africaine est celle qui a été exprimée clairement par le président sortant de la commission de l'Union peu avant le sommet devant la presse ivoirienne, position selon laquelle, et je cite M. Jean Ping, au Congo-Kinshasa, c'est Kabila qui a gagné. Fin de citation. S'agissant de la déstabilisation, utilisée comme voie de revendication du contentieux électoral, vous le savez, le meilleur perdant de l'élection présidentielle du 28 novembre dernier a multiplié, depuis bien avant le scrutin en question, des appels à des actes de perturbation de la vie sociale et politique qui sont autant de menaces à la sécurité et qui détournent les Congolais des priorités de leur développement pour les fixer sur des mirages de la politique politicienne. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles les mobilisations de ce candidat contre la Commission électorale nationale indépendante autour du fichier électoral, souvenez-vous, son autoproclamation comme chef de l'État bien avant l'élection, son injonction aux forces de sécurité d'arrêter de lui livrer le président Joseph Kabila ligoté, de même que son appel à la grève générale et illimitée jusqu'à nouvel ordre d'il y a quelques jours, n'ont eu qu'un très faible écho sur la population, et du reste, la grève générale, ayant échoué, s'est transformée en ville morte, et effectivement, nous sommes en ville morte. Mais vous voilà, nous sommes en train de travailler. La République démocratique du Congo, version UDPS, est donc le seul pays au monde où c'est le président de la République qui appelle les travailleurs à la grève, en lieu et place des syndicats. Il faudra créer cela. Un jeune prêtre de Kinshasa a déclaré à juste titre sur les ondes d'une radio locale que la violence en République démocratique du Congo et en Afrique en général a pour origine la colonisation, la néocolonisation et la dépendance totale des leaders africains à l'Occident. Cette dépendance, dit-il, impose des leaders illégitimes en Afrique et cette dépendance doit être enrayée. Curieusement, le même prêtre qui demande avec frénésie, c'est le même prêtre qui demande avec frénésie une sorte de mise sous tutelle du pays sous le prétexte des difficultés organisationnelles de la CENI à la faveur du volumineux contentieux
électorale qu'il estime les Congolais incapables de résoudre et qu'il fait appel à la communauté internationale qu'il vient d'ailleurs de dépeindre si négativement. Après l'échec retentissant de ces grèves, de ces appels à arrêter le chef de l'État et de lui amener, on parle à nouveau de journée ville morte. Celle-ci ayant échoué, on nous renvoie encore à quelques jours après pour d'autres actions qui ne sont pas loin d'actions de violence et qui donneront lieu à la réponse appropriée par les forces de sécurité, aussi bien que par les citoyens de ce pays qui n'aspirent qu'à vivre en paix et en sécurité. Pour la petite histoire, des actions de cette nature, journée ville morte, visaient certes, sous la Deuxième République, l'affaiblissement d'un régime dictatorial. Elle passait par la paralysie planifiée de l'activité politique et économique, à travers l'interdiction formelle faite alors aux populations de se livrer à leurs activités quotidiennes. L'arrêt de ces activités économiques a sérieusement perturbé alors le climat des affaires. Et l'arrêt des activités sociales a rajouté à la paupérisation de la population. Le transport étant bloqué, les industries, les commerces et les services fermaient pour des journées entières et perdaient les recettes du jour, mais rattrapaient le chiffre d'affaires en majorant les prix des biens et de consommation. Et ce ne sont pas les initiateurs de ces journées qui payaient le prix, mais le peuple, pour lequel ils prétendaient se mobiliser. Les malades ne pouvaient pas accéder aux soins de santé puisque le corps médical n'avait pas de quoi se déplacer. Les écoliers, les étudiants, le corps enseignant ne pouvaient se rendre à l'école avec pour effet garanti l'élasticité de l'année scolaire ou de l'année académique. Hier comme aujourd'hui, on cherche à provoquer une révolte populaire dont la lame de fond devrait balayer à la manière du tsunami le régime dictatorial de la Deuxième République. Le moins que l'on puisse dire est que ce qui n'a pas profité à notre peuple sous la Deuxième République, puisqu'in fine, c'est la guerre de libération de l'AFDEL qui a débarrassé le peuple du régime dictatorial, ce qui donc n'a pas profité à notre peuple sous la Deuxième République autocratique a peu de chances de lui profiter aujourd'hui. Au final, les lobbying fortement médiatisés contre les efforts de normalisation du pays ne produiront que des effets collatéraux sur les victimes que l'on prétend secourir. Le désinvestissement subséquent ne fera qu'accentuer le sous-emploi déjà endémique dans le pays, en même temps que seront affectés des secteurs sensibles comme la santé et l'éducation. Tout cela parce qu'un homme n'a pas pu réaliser son ambition de devenir président de la République. Il ne faut pas oublier à cet égard que des phénomènes comme le délestage dans la fourniture d'énergie électrique par la SNEL et dans la distribution de l'eau par la Régie des eaux, dont les Congolais continuent de souffrir encore près de 15 ans après la fin du régime de la Deuxième République, l'étranglement des entreprises publiques comme l'Office des routes, la SNCC, l'Ex-Onatra, la Régie des voies maritimes, la Régie des voies aériennes ou City Train, pour ne citer que ces secteurs vitaux des transports et communications qui étaient en programme avec les partenaires extérieurs, ont été provoqués par des actions similaires et ont eu un impact négatif sur la qualité de vie de nos populations jusqu'à nos jours, 15 ans après leur déclenchement. Les conséquences néfastes des journées villes mortes, les Aïrois redevenus congolais continuent une quinzaine d'années plus tard à les subir dans leur chair. Preuve, si besoin en est, que le mal fait au pays a été profond. Vouloir y revenir alors que les murs de l'autocratie ont été bel et bien pulvérisés dénote non seulement d'un déficit patriotique, mais aussi d'une forme de paresse de la pensée politique. Je m'en vais vous dire quelques mots sur la mise en œuvre de la taxe sur la valeur ajoutée, qui fait couler tant d'encre et de salive.
On a parfois tendance à l'oublier, mais cela a été dit clairement lors du discours d'investiture prononcé par le chef de l'État à l'occasion de sa prestation de serment à la Cité de l'Union africaine devant le peuple congolais. Énumérant les préoccupations de notre peuple, le président en appelait à une mobilisation urgente pour des retombées positives sur le plein emploi, les revenus des ménages, les besoins sociaux de base, la salubrité des villes et des villages, la distribution de la justice aux plus humbles. Et le président de proposer à la nation son projet de société intitulé « La révolution de la modernité ». La mise en œuvre de la taxe sur la valeur ajoutée depuis le 1er janvier courant vise l'atteinte de ces deux objectifs essentiels. D'une part, améliorer la vie sociale des Congolais par la collecte de revenus additionnels consistant à y affecter. Et d'autre part, disposer de moyens suffisants pour financer la reconstruction et la modernisation du pays. Pour ce faire, le gouvernement a tenu à éviter de créer ex nihilo un impôt supplémentaire. Il a donc pris l'initiative de substituer la taxe sur la valeur ajoutée à un impôt qui existait déjà, l'impôt sur le chiffre d'affaires, ICA. L'objectif visé étant de préserver notre population du poids de la mise en œuvre d'une nouvelle taxe, la taxe sur la valeur ajoutée, et de faire en sorte qu'ils puissent en tirer plutôt profit. Le programme sur lequel le président a été élu le 28 novembre 2011 a pour principaux socles le social à travers l'amélioration du vécu quotidien des Congolais et la modernisation du pays. C'est l'objectif que tout gouvernement issu de la majorité, présent ou à venir, devra poursuivre. Telle est en effet la volonté du souverain primaire qui s'est exprimée clairement le 28 novembre 2011. Les dérapages que nous avons tous constatés dans la mise en œuvre de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment par des opérateurs économiques véreux qui se permettent de voler les hommes et les femmes de ce pays, constituent un véritable crime économique. Le gouvernement le déclare tel. Ils doivent être impérativement réprimés. Mais il faut bien retenir que la taxe sur la valeur ajoutée reste d'impérieuse application. Comme l'a dit le Premier ministre devant nos partenaires de la Fédération des entreprises du Congo, il n'y aura pas de report, mais les imperfections seront fermement corrigées. J'en viens maintenant aux rumeurs de mise en résidence surveillée et de déportation du président de l'UDPS, M. Étienne Tshisekedi. C'est le réseau national des ONG des droits de l'homme de la RDC Renadoc et sa consoeur la Voix des Sans-Voix, VSV, qui ont ameuté depuis quelques jours l'opinion sur la prétendue mise en résidence surveillée de M. Étienne Tshisekedi, président de l'UDPS et candidat à la dernière élection présidentielle du 28 novembre 2011. Ils ont d'autre part ajouté qu'ils étaient au courant d'une mesure de son éloignement de la capitale vers son entité d'origine, au Kasaï oriental, qui serait en voie d'exécution par les autorités gouvernementales. Mesdames, Messieurs, je suis en mesure de démentir de manière catégorique ces informations qui procèdent manifestement de la radicalisation de la stratégie de la tension mise en œuvre depuis la période préélectorale par le parti de M. Tshisekedi, auquel ces deux associations, Renadoc et VSV, servent notoirement de caisse de résonance, ce qui décrédibilise leur rapport. Si les rues proches de la résidence du leader de l'UDPS sont quadrillées par les forces de police, c'est sur base d'une évaluation de la situation sécuritaire dans cette commune qui est constamment perturbée par des personnes incontrôlées se réclamant de ce parti et de son leader. C'est une compétence qui revient à la police de protéger les gens et qu'elle continuera à exercer sans atermoiement.
S'agissant de l'affaire Chaloupa, vous savez ce sujet grec, M. Chaloupa, qui a été interpellé dernièrement par la justice et auquel on reproche un délit de faux et d'usage de faux. Cette interpellation de M. Chaloupa, personnage connu du microcosme politique quinois parce qu'il a été à 2 reprises candidat aux élections législatives respectivement en 2006 et en 2011, donne lieu à une vive controverse qui, du point de vue du gouvernement, ne se justifie nullement. En effet, le fait d'être candidat à une élection n'a pas pour conséquence d'immuniser contre des poursuites pour infraction pénale, sauf à me démontrer une loi qui dit le contraire. Par ailleurs, il faut noter que le parquet congolais serait tout à fait dans son droit de demander des comptes à M. Chaloupa sur le tour de passe-passe qui lui a permis de se présenter comme détenteur de la nationalité congolaise auprès de la commission électorale indépendante d'abord en 2006 et ensuite auprès de la commission électorale nationale indépendante en 2011 alors qu'il n'est pas détenteur de la nationalité congolaise. S'agissant des questionnements du déficit de visibilité du président de la République, le président serait silencieux, il serait invisible. Mesdames, Messieurs, nous sommes en fin de législature. Et en dehors du président de la République lui-même, dont le dossier de l'élection a été clôturé avec l'arrêt de la Cour suprême de justice portant proclamation définitive des résultats de l'élection présidentielle, l'Assemblée nationale et le gouvernement, dont la formation est étroitement liée à la composition définitive de l'Assemblée nationale, sont en phase de transition. Et il est de bonne politique pour le respect du principe de la séparation des pouvoirs sur lequel repose notre état de droit que lorsque la Cour suprême de justice se saisit ou est saisie du contentieux électoral et est occupée à statuer sur ce contentieux qui porte sur les élections législatives, que les autres institutions de la République, en ce compris le président de la République, qui est la première des institutions de la République, garde le silence. Si le président parlait, j'en vois ici qui lui reprocherait de chercher à influencer la Cour suprême de justice. S'il avait parlé avant que le contentieux ne démarre, j'en vois ici qui lui aurait reproché d'avoir cherché à influencer la commission électorale nationale qui est indépendante. Il est donc de bonne politique pour le président de garder le profil bas pendant que les institutions sont en train de se mettre en place, puisque le fonctionnement de l'État se réalise à travers une synergie entre des institutions définitivement installées. Voilà les raisons pour lesquelles le président doit garder cette attitude de réserve, ce qui ne l'empêche pas de gouverner le pays. Parler politique maintenant pour le président donnerait l'impression qu'il interfère dans le processus judiciaire du contentieux électoral, ce qui serait une grave entorse à une règle élémentaire de l'état de droit. Je vous remercie et je reste à votre disposition pour des questions éventuelles de clarification. Asante, umetofuata Bwana Lambert Mende Omalanga, kama vile tunaweza tukamjulisha mbele, amejulisha mimi kabisa mambo tano ya lazima. Monsieur le ministre, je suis Julie Sefou de B1. Nous avons une préoccupation. Au cas où l'opposition, les députés de l'opposition ne feraient pas partie du Parlement, qu'est-ce qui adviendrait? Merci, c'est Steve Wemby pour l'agence de presse nouvelle. Monsieur le ministre, vous avez parlé de la protection de M. Tshisekedi. Pourquoi le gouvernement ou bien les forces de sécurité n'autorisent pas aux journalistes d'avoir accès à la résidence de Tshisekedi? Élisée Oudia, Congo Web. Des voix se lèvent pour parler de la délocalisation de la francophonie.
Alors on aimerait avoir la réaction du gouvernement par rapport à ça et où est-ce qu'on en est dans la préparation de ce sommet ici en RDC. Merci, Monsieur le Ministre. Richard Chaco pour le compte de la RTGA. Vous avez refusé toute négociation politique, mais vous êtes ouvert au dialogue. Est-ce que vous le faites parce que vous l'avez déclaré parce que l'opposition, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, n'a pas pris les armes, n'a pas les armes? Par question, ça réfère à l'histoire. Il y a le cas Kunda, le cas Outebossi. Le gouvernement en place était obligé de négocier avec le Kunda Batoire pour qu'il y ait la paix. Est-ce que négocier avec l'opposition politique, n'est-ce pas le prix à payer pour que la paix revienne totalement au pays où il est d'éviter une quelconque crise? Deuxième question, je voulais vous poser la question en tant que ministre de tutelle, où est-ce qu'on en est avec l'affaire RLTV et Canal Futur? Merci. Merci David Mouteba, le point saillant et Grand Lac Magazine. Excellence, Chaloupa pas sujet comme vous l'insinuez, congolais selon lui-même. Il a par le passé siégé comment à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, vous le dites haut et fort qu'il est grec. Je rentre un peu en arrière. À l'Assemblée nationale, il y a le moratoire sur la nationalité qui est resté jusque-là sans effet. Alors, un sujet comme Chaloupa, il détient les documents officiels congolais, entre autres la carte d'électeur, les documents attestant sa nationalité. Et ces documents, Chaloupa ne les a pas produits seuls. Il y a les officiels ou les autorités congolaises qui ont décerné ces documents-là. Les sortes que vous réservez à ceux-là qui lui ont donné ces documents. Merci. C'est simple. Oui, bonjour, Emmanuel Pachot pour l'agence France-Presse. Je voulais savoir pourquoi il est interdit à M. Tshisekedi de sortir de chez lui. Est-ce qu'il y a des charges qui pèsent contre lui? Est-ce qu'il y a un article de loi qui l'empêche de sortir de chez lui? Je parle bien uniquement de M. Tshisekedi. Et par ailleurs, pouvez-vous me dire en quoi un appel à la grève ou un appel à des villes mortes n'est pas loin d'une action de violence? Merci. C'est bon, bravo, Excellence. À la première question de B1 sur l'éventualité d'un boycott de l'Assemblée nationale par les députés de l'opposition, qu'est-ce qu'on fera? Je pense qu'on jettera tout de suite un coup d'œil au règlement intérieur de la Chambre basse. Si tant est que ce départ, ce boycott, entame le quorum de siège de l'Assemblée nationale, eh bien, nous serons là face à une crise institutionnelle réelle, puisque l'Assemblée nationale ne sera pas en mesure de siéger. Mais si ce départ n'entame pas le quorum de siège, vous savez, tout cela a été prévu par le législateur dans sa sagesse. Des gens peuvent partir, des gens peuvent s'absenter, mais s'il y a 250 plus un député dans l'hémicycle, eh bien, le Parlement siège valablement. Et s'il y a plus de 2/3 des députés dans l'hémicycle, eh bien, le Parlement décide valablement, c'est-à-dire 360 députés sur les 140, donc sur les 500. Dans le cas où les honorables députés de l'opposition parviendraient à se compter, à atteindre le chiffre de 250, et s'ils sortaient, à ce moment-là, il n'y aura pas de réunion de l'Assemblée nationale. Mais s'ils sont moins que 250, ce sera un non-événement du point de vue juridique. Politiquement, on pourra en parler, mais juridiquement, l'Assemblée va siéger. Et il pourra siéger, mais pour prendre une décision, si il parvient à entraîner plus de 140 députés, au moment où la décision doit être prise, à ce moment-là, il y aura un blocage jusqu'à ce que le bureau convoque une autre séance où les décisions seront prises à la majorité de ceux qui seront présents. Donc on a mis nos institutions à l'abri de ces sauts d'humeur. C'est comme si le législateur voulait encourager
les honorables députés qui reçoivent le mandat du peuple à régler au sein de l'hémicycle tous les problèmes qui peuvent survenir et non pas à se donner à ce spectacle-là de partir comme si on était en train de jouer, je ne sais que le jeu polisson. Nous sommes là au sommet de l'État et il ne s'agit pas de bloquer une institution sur un coup d'humeur. Donc vous savez maintenant ce qui va se passer. La deuxième question de Chine Nouvelle sur les déploiements des unités de police à Limete, je n'ai pas dit que la police était là pour la protection exclusive du président de l'UDPS, M. Tshisekedi. Il a droit à la protection, mais les populations qui vivent à Limete, les populations qui passent par Limete ont aussi droit à cette protection. Et des plaintes ont été enregistrées, nous vous l'avons dit, de gens qui sont incommodés par des personnes se réclamant de ce parti qui pose des actes de violence. Donc la police est déployée aussi bien pour protéger ces gens-là que pour protéger M. Tshisekedi. Donc l'interdiction, je ne sais pas s'il y a une interdiction aux journalistes d'aller chez M. Tshisekedi. Je crois que la police prend des mesures qui peuvent aussi s'avérer utiles pour la sécurité même de ces journalistes. Parce que s'il y a des échauffourées et qu'on a laissé entrer de manière inconsidérée des journalistes là-bas et qu'ils prennent un coup de pierre, un coup de bâton, un coup de canif ou une balle perdue, ma foi, c'est la police qui aura à rendre compte. Il y a des policiers en prison pour n'avoir pas pris des mesures de précaution pour protéger le public, et les journalistes font partie aussi de ces catégories qui doivent être protégées. Nous sommes dans un espace où il s'est passé pas mal d'entorses à l'ordre public, où des gens ont été attaqués, où des bagarres ont eu lieu, et la police doit veiller à ce qu'il n'y ait pas des rassemblements qui peuvent donner lieu à des actes que tous nous allons regretter. Donc on ne vous laissera pas passer vers un endroit où on sait que votre sécurité peut être mise en danger. Je pense qu'il faut comprendre les raisons pour lesquelles la police qui évalue sur le terrain, ce n'est pas le gouvernement qui fait ces évaluations-là. Le commandant de la police sur le terrain a compétence pour évaluer la situation de sécurité et demander à tel ou tel autre passant, y compris les journalistes, de ne pas passer par là pour éviter d'avoir des problèmes de sécurité pour soi-même. La question de Congo Web sur des rumeurs de délocalisation du sommet de la francophonie, ce sont des rumeurs. Et le gouvernement ne peut pas répondre sur base de rumeurs. Le gouvernement attend ses invités ici, au cours de cette année, la deuxième partie de cette année, pour cette grand-messe francophone. Mais vous savez, s'il y a des gens qui ne veulent pas venir à Kinshasa, on ne va pas les forcer à venir. Nous avons passé plus de 20 ans sans sommet. Vous croyez vraiment que nous avons l'impression d'être morts pour cela? Le sommet se tiendra, nous serons très heureux de recevoir le sommet, mais si des gens ne veulent pas venir, qu'est-ce que vous voulez que nous y fassions? Nous consacrerons les moyens que nous consacrons à préparer le sommet à d'autres dépenses qui ne demandent qu'à être boostées, les dépenses pour pauvres, etc. Nous sommes en train de construire des immeubles et tout ça pour ce sommet, mais je vous dis que là c'est une rumeur. Ce n'est pas parce que M. X ou Y n'est pas devenu président qu'il n'y aura pas le sommet de la francophonie. Il ne faut pas rêver. Il s'agit ici d'affaires d'État, ce n'est pas des problèmes individuels. Donc il n'y a aucune raison, madame, pour que le sommet de la francophonie ne se tienne pas à Kinshasa. Ici, tant est qu'il ne se tiendra pas pour cette raison-là, soyez sûr que je me retrouverai avec vous ici, je vous donnerai l'information et le ciel ne va pas tomber sur la tête des Congolais. S'agissant du refus des négociations politiques, nous n'avons pas refusé de dialoguer. Nous avons considéré simplement que... Il y a un problème avec... Nous avons considéré simplement qu'il ne s'agit pas de remettre en cause au travers du tout dialogue, de toute négociation, le fonctionnement normal des institutions. Qu'on nous dise par exemple qu'il faut négocier avec X ou Y qui a perdu l'élection présidentielle parce que si vous ne négociez pas avec lui, ce sera l'apocalypse, et qu'on nous amène par cela même à négliger ce que la loi nous oblige à faire, c'est-à-dire à ne tenir compte que de la majorité qui se dessine au Parlement pour mettre en place le gouvernement de la République. C'est ça que nous trouvons tout à fait inacceptable. Donc j'ai dit, on doit dialoguer, le Parlement est un lieu de dialogue permanent,
On doit dialoguer. Le président de la République exerce un leadership exemplaire en ouvrant des contacts avec tout le monde. Il a pris l'engagement pour cela. Mais ce dialogue, ces discussions n'auront pas pour effet de remettre en cause l'ordonnancement institutionnel que les Congolais ont fixé dans leur constitution, dans la loi de la République. Voilà tout ce que nous disons. Le fait que certains aient pris des armes dans le passé et qu'on ait discuté avec eux et que d'autres n'ont pas pris des armes et qu'on ne discute pas avec eux, je ne vois pas le lien. On discute même avec ceux qui n'ont pas pris des armes, puisque je viens de le dire, à la condition qu'on ne revienne pas sur l'ordonnancement juridique. Et cet ordonnancement juridique a une histoire. Vous parlez d'une époque où nous n'avions pas notre constitution. Vous parlez d'une époque où la loi électorale n'avait pas encore été adoptée. Maintenant que la loi électorale est adoptée, qui a la constitution, je vous mets au défi de prendre les armes quelque part et de vous imposer dans ce pays pour devenir un dirigeant parce que vous avez pris les armes. Ça n'existe pas, personne n'a réussi à le faire. Vous avez vu des tentatives au cours de la mise en place des institutions en 2006. Ils ont été obligés de créer des partis, de s'affilier, soit à l'opposition, soit à la majorité, pour jouer un rôle, et ces partis ont même des élus aujourd'hui. Et je pense que c'est ça que le peuple attend de nous. S'agissant du dossier RLTV et Canal Futur, il n'y a rien de nouveau. Nous savons que le dossier RLTV est entre les mains du parquet général de la République. Nous n'avons pas juridiction sur le parquet général de la République, qui est une instance de la justice, qui va se prononcer en fonction des informations que détiennent les magistrats. Donc c'est à eux peut-être qu'il faut poser la question. Le dossier Canal Futur est dans notre administration. Nous attendons que l'on puisse clarifier la situation des fréquences qui ont été aliénées sans autorisation de l'administration et du ministère. Il n'y a rien que des protestations dans les médias, mais ce n'est pas dans les médias qu'on règle les formalités administratives. Il faut s'adresser au ministère, il faut s'adresser à l'administration et donner des explications ou régulariser l'aliénation des fréquences qui sont la propriété de cet État et pas la propriété de celui qui les a reçues et qui commence à les aliéner à sa guise sur le dos de l'État. Les points saillants nous interrogent sur Chaloupa, congolais, grec. Monsieur Chaloupa dit qu'il est congolais. Le procureur général de la République dit que Chaloupa n'est pas congolais. Alors, qui va-t-on croire? M. Chaloupa a intérêt à dire qu'il est congolais parce que, selon le point de vue du procureur, trompant la bonne foi des autorités congolaises, il a réussi à se faire délivrer le statut de candidat à l'élection présidentielle, se faire délivrer une carte d'électeur. C'est une infraction. Bien sûr qu'il n'est pas le seul à avoir commis cette infraction. Ceux qui lui ont délivré, pour autant qu'ils ne démontrent pas que leur bonne foi a été abusée, devront répondre également du fait d'avoir délivré une carte d'électeur à un sujet étranger. Mais c'est lui qui a sollicité cette délivrance. C'est lui qui a produit les faux documents. Parce que dire qu'on est congolais, ce n'est pas sur base d'une déclaration verbale. Il y a toute une procédure, il faut des documents. Et les documents qu'il dit détenir sur lesquels il s'est fondé pour recevoir une carte d'électeur sont déclarés faux par la justice congolaise. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il doit s'expliquer devant la justice congolaise. Il peut avoir des amis dans l'opposition, dans la majorité. Cela ne le met pas à l'abri des explications qu'il doit donner à la justice sur le fait d'avoir commis une infraction de faux et d'usage de faux. Je tiens à préciser tout de suite que le faux et l'usage de faux pour lequel il a été appréhendé ne porte pas sur la nationalité congolaise. Ça, c'est un deuxième point qui pourrait justifier qu'il soit interpellé. Le faux et l'usage de faux portent sur une matière commerciale. Donc vous avez comme ça deux infractions qui sont superposées. Donc il ne faut pas croire qu'il s'agit d'un problème lié à l'élection. De toute façon, il n'a pas été élu. Il n'a pas été proclamé élu, pas du tout. Donc ça n'a rien à voir. Le faux et l'usage de faux portent sur un problème commercial, mais il y a en outre un faux et usage de faux qui devra venir. Tout dépend du procureur général de la République. Pour l'instant, il enquête sur le premier problème commercial. Peut-être demain, après-demain, il va parler du problème de la nationalité. J'ai simplement fait allusion à cela
pour démontrer la vanité de l'agitation de ceux qui croient que Jaloupa n'aurait pas dû être interpellé. Il devait être interpellé, si pas pour l'affaire commerciale, mais même pour l'affaire de la nationalité qu'il n'a pas. Il n'a pas la nationalité congolaise, selon les sources les plus officielles qui s'occupent justement de délivrance. Nous parlons ici du ministère de la Justice et nous parlons du parquet général de la République. Le moratoire concernant la nationalité est un problème parlementaire. C'est au Parlement qu'on avait donné un moratoire. C'est au Parlement à gérer cela. Je suis bien élu au Parlement, mais je n'ai pas encore pris mes fonctions au nouveau Parlement. Il faut poser la question à ceux qui, jusqu'aujourd'hui, expédient les affaires courantes dans ce Parlement. Je pense qu'ils pourront vous dire où ils en sont avec ce dossier. Enfin, la question numéro 6, pourquoi il est interdit à Étienne Tshisekedi de sortir de chez lui? Et est-ce que les villes mortes peuvent être assimilées à des manifestations violentes? Tout d'abord, il n'y a aucune interdiction officielle de M. Tshisekedi de quitter sa résidence et d'aller là où il veut. Mais la police, sur base des évaluations qu'elle fait sur place, lorsqu'un citoyen est en train de commettre une infraction, lorsque vous voulez sortir de chez vous pour appeler des Congolais à aller attaquer le président de la République, vous dites allons au palais, chasser cet homme. La police a le droit de vous dire de ne pas y aller. Et ça, dans n'importe quel pays, vous ne me citerez aucun pays où vous rassemblez des gens pour aller à l'Élysée, vous allez attaquer le président Sarkozy et on vous dit allez-y, c'est la démocratie. On va vous stopper, monsieur. Donc il ne faut pas nous raconter des histoires ici. Il sort pour commettre une infraction, la police l'empêche de commettre l'infraction. Mais sortir pour sortir, aller prendre l'air, aller à un deuil, aller se soigner ou n'importe quoi, il est libre, je le dis, je le confirme. Il n'y a aucune mesure de restriction. Mais lorsqu'il prend des initiatives d'atteinte à la sécurité ou à la paix publique, la police, pas le gouvernement, la police qui répond de la sécurité et de l'ordre public a le devoir et le pouvoir de l'empêcher de commettre cette atteinte à l'ordre public. Je pense qu'il y a une nuance qui a toute son importance. Les villes mortes ne sont certainement pas des actions de violence. Nous les avons toutes pratiquées, mais nous n'avons jamais brûlé des personnes. Nous n'avons jamais tué, lorsque nous combattions Mobutu, nous n'avions jamais tué des membres des partis qui étaient opposés à nos partis. Or, vous savez bien ce qui s'est passé dans cette ville de Kinshasa avec les militants du Palou. Vous savez très bien ce qui s'est passé à Mbujimaï, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, de décréter une ville morte, de trouver quelqu'un en train de réparer sa voiture et de dire vous n'avez pas obéi à la ville morte du DPS, lui asperger d'essence et mettre le feu. C'est inacceptable. Le gouvernement congolais ne peut pas, même si c'est un gouvernement en fin de législature, ne peut pas laisser les Congolais à la merci de tels actes criminels. Donc ça n'a rien à voir avec une ville morte. Mais aujourd'hui a été proclamée une ville morte. Par qui, vous savez? On ne l'a pas interpellé parce qu'il a annoncé une ville morte. Mais les citoyens n'ont pas répondu à la ville morte. Mais c'est comme ça. Peut-être qu'ils auraient répondu. Cette fois-ci, ils n'ont pas répondu. Et la démocratie continue son petit bonhomme de chemin. Voilà ce que je peux dire au sujet de cette dernière question. Deuxième tour. Si personne aussi, puisque le premier groupe, j'ai remarqué qu'il y en avait 6, nous prenons aussi 6 personnes. Pierre Dubaboual, Numérica TV. Monsieur le ministre, c'est vrai qu'il n'est toujours pas aisé de parler de soi-même, mais il y a quelques semaines, quelques jours, une information a circulé dans la ville sur laquelle vous serez victime d'un AVC, vous aurez quitté la ville, le pays précipitamment. Alors, on aimerait savoir qu'en est-il juste sur cette information. Cyril Milando, Radio Top Congo FM. Monsieur le ministre, je ne sais pas si je suis le seul à avoir vu les affiches du candidat Joseph Kabila avec des yachts, des bateaux luxueux, mais aussi avec des TGV. Pensez-vous qu'en 5 ans, il pourra doter la République démocratique des TGV qui partira d'où jusqu'où? Est-ce que vous pouvez nous donner un bref bilan des 5 chantiers depuis qu'ils avaient été lancés en 2006? Et la dernière question, on nous parle de la révolution de la modernité.
pourriez-vous nous dire aujourd'hui qu'est-ce qui sera fait? C'est quoi la révolution de la modernité? Comme ça, en 2016, nous allons évaluer. Et peut-être la dernière question, durant la campagne, même avant la campagne, je n'ai entendu aucune personnalité de la majorité, et ni même lui-même le président de la République, dire que c'est son dernier mandat. Peut-être il ne va pas doter le pays au cours de cette législature de TGV. Va-t-il solliciter un mandat illimité comme le cas du président Watt après tourner des Africains? Merci beaucoup. Monsieur le ministre, Guy Maton de RTNC, après la publication des résultats par la CENI, la tendance qui se dégage est que c'est l'actuelle majorité qui va dominer l'Assemblée nationale. Concernant la formation du gouvernement, il y a des voix qui se lèvent de plus en plus pour un gouvernement avec la participation, une ouverture, donc un gouvernement avec la participation des membres de l'opposition, qu'en dites-vous? Concernant la CENI, on a vu des agents de la CENI arrêtés, accusés de corruption. Quand est-ce que les corrupteurs seront eux aussi menottés? Une autre question, un rapport avec les violences. Nos compatriotes ont été arrêtés en Afrique du Sud pour violence. Et en dernière nouvelle, nous apprenons qu'ils ont été libérés sous caution. Quel est votre commentaire à ce sujet, si vous le permettez? Une toute dernière question. Le gouvernement a octroyé dernièrement une concession pétrolière à Total en Ituri. Et nous avions appris que les travaux de ce côté-là marquent le pas. Qu'en est-il? S'il vous plaît, essayez de limiter vos questions parce qu'il y a différentes chaînes qui cherchent aussi à intervenir. Le suivant, c'est qui? Monsieur le ministre, vous êtes non pas seulement le porte-parole du gouvernement, vous êtes aussi l'autorité morale de la CCU. J'aimerais savoir qu'est-ce que la CCU pense du processus, au moins des élections législatives et présidentielles, maintenant que les résultats provisoires sont connus. Est-ce que vous avez été lésé quelque part? Que comptez-vous faire? Vous allez saisir la Cour suprême de justice ou vous dites, bon, laissez passer l'éponge, voilà. Monsieur le ministre, Mathieu Yora de la CP, monsieur aussi blogueur, on nous a annoncé l'arrivée ici des experts internationaux, britanniques et américains, je crois. Est-ce qu'ils sont là? Ils sont à combien? Quel a été le rapport dans la suite de la proclamation des résultats des élections et qu'est-ce qu'ils comptent faire pour la suite des élections provinciales notamment? Merci. Monil Febosso, Télé 7. Monsieur le ministre, quand vous dites que les élections du 28 novembre sont des élections des Congolais pour des Congolais, en fait, élections organisées par des Congolais pour des Congolais, est-ce qu'on peut comprendre que vous répondez au gouvernement, si vous voulez, au département d'État américain qui a pris position depuis hier, comme quoi ces élections ne sont toujours pas crédibles, malgré tout ce que la CENI a fait? Et c'est cela la réponse du gouvernement congolais face à cette prise de position du gouvernement américain? Merci. Bien, nous commençons donc par bienvenue de Numérica, c'est ça? Oui, c'est vrai que ma santé, c'est pas un enjeu. Je suis un ministre en fin de législature, donc je ne vois vraiment pas ce que ma santé peut faire dans les enjeux nationaux. J'ai eu quelques problèmes de santé, comme tout le monde, et je suis allé consulter mon médecin à l'étranger. Il y a eu des rumeurs, des gens qui s'inquiétaient, ce dont je les remercie. Puis il y a eu d'autres qui s'amusaient de cette situation. C'est assez méprisable d'avoir des attitudes comme ça. On a un problème d'humanité, ça n'a rien à voir avec la politique. Tout le monde peut être malade. De toute façon, je suis en bonne santé. C'est ce que je peux vous dire pour l'instant. Je n'ai pas eu d'AVC. Non, pas du tout. La deuxième question de Top Congo. Cyril a vu des affiches. Yacht, TGV, je ne sais pas où il a vu les TGV. Il y a des trains, les affiches. Des trains que nous avons mis sur les affiches pour indiquer le cheminement
du programme de modernité. C'était le programme du président. Nous devons cesser avec ces trains qui marchent avec le mazout et tout ça, et essayer de moderniser tout cela. C'est ce que le président a voulu donner comme idée de son programme, ce qu'il va faire dans les 5 ans à venir. Il ne s'agit pas de yachts, il s'agit de bateaux pour le transport des passagers, pour le fret fluvial. Vous savez que nous avons beaucoup de cours d'eau, que nous ne les exploitons pas suffisamment, et le chef de l'État s'est engagé à ce que nous puissions, sur toutes les voies fluviales qui sillonnent notre pays, permettre aux populations d'interchanger, d'avoir une mobilité accentuée, puisque c'est la seule façon d'encourager la productivité et la seule façon de les amener à être eux-mêmes les agents du développement de notre pays. Parce que s'ils ne savent pas bouger, s'ils ne savent pas transporter leurs produits, ils ne vont certainement pas se mettre à produire. C'est le sens de cet engagement que le président a pris et qui a commencé déjà à porter ce fruit, de nous demander le bilan. Mais les routes sur lesquelles nous circulons dans cette capitale, les routes par lesquelles nous passons pour aller à Bandundu, les routes qui reçoivent les véhicules qui vont de Kisangani à Beni, ou de Goma à Beni, ou de Goma à Bukavu, ou de Bukavu à Uvira, je pense que c'est un bilan qui parle de lui-même. Aujourd'hui, les bâtiments de l'université de Bukavu, de l'université de Kindu, les bâtiments du grand hôpital du Cinquantenaire, tout ça parle de lui-même. On n'a pas besoin de citer, sinon on va y rester toute la journée. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans le cadre de ces chantiers de la reconstruction nationale, et c'est la poursuite de cette reconstruction que le président a voulu décrire au travers de son programme de la révolution de la modernité. Il s'agit de sortir de cette espèce de Moyen-Âge dans lequel nous sommes restés enfermés pendant les 50 premières années après l'accession à l'indépendance, pour rattraper tous ces retards-là, devenir un pays émergent, c'est-à-dire un pays moderne. C'est le sens qu'il faut donner à ce concept de révolution de la modernité. Vous dites que le président n'a pas dit que ce sera son dernier mandat. Pourquoi doit-il le dire? C'est sa majorité qui a présenté au peuple une constitution au terme de laquelle on ne peut pas faire successivement 2 mandats. Si le président n'avait pas voulu qu'il y ait cette limitation de 2 mandats, on n'aurait pas voté cette constitution, Parlement de transition, qu'il contrôlait. C'est sa majorité qui contrôlait le Parlement de transition. Donc on n'aurait pas voté cette disposition. Donc c'est quelque chose qui est ancré dans sa propre vision politique. Et puisque l'affaire est réglée, et de bonne manière, par la Constitution, pourquoi voulez-vous que le président y revienne? Puisque c'est une disposition intangible de la Constitution. Et il avait déjà dit dans un discours que jamais il ne reviendrait dans les dispositions constitutionnelles non révisables. Or, il s'agit d'une disposition non révisable. Je peux donc vous assurer que le président ne violera pas la Constitution. Et je ne pense pas que le président Ouad ait violé la Constitution. Il ne l'a pas violée, puisque la Cour constitutionnelle a dit qu'il n'a pas violé la Constitution. Donc, nous n'allons pas chercher des exemples qui n'ont rien à voir avec le concept de violation de la Constitution. Guy Matundu de la RTNC pose la question de l'ouverture de la majorité présidentielle qui vient de se renouveler dans la nouvelle Assemblée à l'opposition. Je pense qu'il faut faire confiance au président de la République. Il l'a annoncé, il a tendu la main aux forces qui, tout en n'étant pas idéologiquement avec lui, ont une idée de leur pays, aiment leur pays autant que lui. Et je pense qu'il parlait de l'opposition. Il ne parlait pas d'une fiction. Il parlait de l'opposition. Je pense qu'il faut donner au président d'abord le temps d'identifier dans le Parlement sa majorité et de proposer justement cette ouverture. L'initiative lui appartient en plein. Il est difficile que nous nous mettions à supputer ici d'une initiative qui appartient à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas au gouvernement à décider de sa future composition, de la future composition de ce qui va le remplacer.
c'est le président, après avoir identifié sa propre majorité, après avoir identifié l'opposition, parlant avec tout le monde, qui va évaluer la possibilité de cette ouverture qu'il a déjà annoncée. Et le président Kabila peut avoir des défauts, mais en tout cas, c'est un homme de parole. Il est rare qu'il prenne un engagement public sans le tenir. Je pense donc qu'il faut lui faire confiance à cet égard. Des agents de la CENI qui ont été arrêtés pour diverses indélicatesses, ils sont devant les juges. Quand il y a un corrompu, naturellement il y a un corrupteur. Je pense que nous devons laisser le temps à la justice de pouvoir identifier ces corrupteurs-là et de pouvoir les appréhender et leur appliquer la loi pénale. Et si tant est que nous connaissons, journalistes, citoyens, des gens qui sont impliqués dans ces actes de corruption qui en fait déshonorent notre pays, je pense que la collaboration avec la justice n'est pas interdite. Les journalistes peuvent le dénoncer, soit directement à la justice, soit par l'exercice de leur métier, dans un article, dans un commentaire, etc., pour aider la justice à pouvoir nettoyer les écuries. C'est extrêmement important. Nous en avons besoin. Les violences qui ont caractérisé les communautés congolaises vivant en Afrique du Sud. Nous avons eu l'attaque de notre mission diplomatique. Nous avons eu même une personne tuée. Nous avons eu plusieurs attaques contre des officiels congolais en visite dans ce pays. Et à notre demande, le gouvernement sud-africain a réagi. Il a procédé à plus d'une centaine d'arrestations. On a vérifié qu'en fait, il y avait un petit noyau de 17 personnes qui étaient le plus impliquées dans ces actes de banditisme qui entraînaient peut-être d'autres. Ils ont été libérés, on a gardé les 17, et les 17 ont pris des avocats. Nous sommes en procédure juridictionnelle. La libération ici n'est pas un acquittement. Il s'agit d'une libération conditionnelle. Et une libération sous caution, c'est-à-dire qu'il faut payer. Je crois qu'on leur a fixé 2000 rands pour pouvoir sortir. Mais l'audience est fixée au 14 février, nous sommes au courant. Donc ils devront venir devant le tribunal. Il n'est pas exclu que l'un ou l'autre d'entre eux soit retenu parce qu'on aura constaté qu'ils ont été impliqués dans ces actes de violence. Et pour être libérés, les 11 qui ont été libérés, parce que 3 ont été retenus, parce qu'il y a des cas de flagrance en ce qui les concerne, mais il va falloir qu'ils puissent apporter. Il a fallu qu'ils s'engagent auprès des juges que, 1, ils ne vont pas quitter la République sud-africaine, 2, qu'on ne les verra plus jamais être impliqués dans ces actes de menaces ou de violence contre d'autres Congolais. C'est déjà beaucoup. Je pense que c'est déjà beaucoup pour nous que la justice se poursuive et que des gens qui se croyaient au-dessus des lois soient obligés de signer des actes d'engagement qui n'auront aucun comportement répréhensible contre qui que ce soit. Donc ils constatent maintenant qu'il y a une loi pénale, qu'on ne peut pas agir comme ça parce qu'on déconsidère les autorités de ce pays, on peut se comporter contre elles comme on veut sans encourir la moindre sanction. Je pense que le gouvernement est globalement satisfait de la manière dont nos homologues sud-africains traitent ce dossier. La concession qui a été accordée à Total relève d'une gestion tout à fait normale des attributions et du gouvernement et du chef de l'État. Le dossier a été délibéré en Conseil des ministres, préparé au niveau des ministères des Finances et des hydrocarbures, soumis à la Commission économique et financière et reconstruction du gouvernement, puis soumis aux délibérations du Conseil des ministres avant que le président ne puisse signer in fine l'ordonnance qui autorise cette grande société française à pouvoir commencer à procéder aux explorations et à l'exploitation sur le lac Albert. Les travaux ne sont pas aux arrêts. Total est une société qui est en bonne santé. Donc je pense que très bientôt, nous allons avoir de bonnes nouvelles, si l'échec, parce que les travaux d'exploration ont bel et bien démarré. La question d'Alain porte sur ce que mon parti pense du processus. Je suis un peu gêné parce que ici, je parle en ma qualité de porte-parole du gouvernement, de ministre.
j'ai été effectivement réélu président de mon parti par le dernier congrès, mais à la condition que je ne sois pas dans une position d'incompatibilité. Je le suis encore, donc l'ancien président continue à expédier les affaires courantes. Je voudrais donc sincèrement solliciter votre indulgence pour laisser, en d'autres circonstances, le président Moussoanza le soin de répondre à votre question, mais à titre d'information, nous avons eu 5 élus en tout, nous espérions beaucoup plus, et nous avons un recours qui a été introduit, au moins un, devant la Cour suprême de justice depuis hier, et donc nous ne considérons pas la commission électorale nationale indépendante comme membre de la famille politique, pas du tout. C'est une institution de la République qui peut entrer en conflit avec nous, et donc c'est le cas pour ce dossier-là. En tout cas, nous avons introduit, je vous informe, le président Moussoanza pourra mieux élaborer le contenu de notre position quant à ce. Et nous disons à tous ceux qui sont dans le même cas de faire comme nous, de faire confiance en la justice et de ne pas créer des méthodes de contestation qui sont attentatoires à la loi et à la sécurité publique. Notre ami de la CP nous demande des nouvelles des experts internationaux. Ceux-ci ont été commis auprès de la CENI. Donc je recommande que cette question soit posée à la CENI plutôt qu'au gouvernement, parce que le gouvernement a bien sûr facilité pour que la CENI reçoive ces gens, mais pour le reste, ils sont à la disposition de la CENI et nous n'avons pas d'informations sur comment ça se passe entre la CENI et eux. La dernière question de Télé7 pour la définition des élections par les Congolais pour les Congolais. Vous croyez que c'est une réponse au département d'État américain? Je le dis tout de suite, le département d'État américain n'est pas la seule instance étrangère à avoir émis un point de vue sur les élections. Beaucoup d'instances ont émis, beaucoup de gouvernements étrangers l'ont fait, beaucoup d'ONG et d'autres. Nous ne refusons pas les observations, mais nous disons que les dispositions qui sont à prendre pour répondre à ces observations relèvent de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Nous pouvons recevoir des conseils, nous pouvons recevoir des remarques, mais nous n'avons pas fait ces élections pour nos amis étrangers. C'est valable pour le département d'État, c'est valable pour tous ceux qui se prononcent de manière un peu plus ou moins cavalière sur ces élections. Nous voulons des conseils, nous voulons des avis, comme lorsqu'on nous a envoyé des experts internationaux. C'est assez intéressant, mais des jugements de valeur à l'emporte-pièce, nous disons, ce n'est pas ce dont nous avons besoin. Nous voulons collaborer avec des amis, pas avec des maîtres qui nous donnent des leçons. Voilà ce que cela devrait signifier. Ndeko Koibatimba uzana makambo ya Kolombe. Excellence nazo na mutuna ya kutuna pama toyebi na kati ya libota na kati ya ndako soki bana bamoni tatapo ya mokolo ya liboso te ya mibale te bakotuna na ntongo mama wapi papa atolingi totuna boye po ezali likambo ekolobama mingi président ya république azali wapi na Kisasa na Lubumbashi na Kisangani to pe libanda ya ekolo ya biso ya mibale. Monsieur le ministre, santé nous a mal pour tout le cas qui gagne. Aux ans AVC, n'a évité na mona maboko na eko budget, moto pe eko budget, n'a évité santé za malam. Ya misa de ngambetali soki chalupa. Bolobi azana mikando e pesi ndingisa tete azala congolais. Moto ya ndenge wana, pona ni boko tika e mikolo ebele. Bon basa ila ke mikanda ya kopesa nzela te azala congolais pona nini bakange matelelo tokolo na kanisi na kosukisa na etali supu na tolo masanga wana ndenge makolo kwa basache na Kisasa epekisa makipelelo ezongi mais masango ya supu na tolo na leki na Bakongo na leki na Bandundu na leki na Kisangani na tamboli mwa mingi bipai biso supu na tolo eko rene lokola na ebite mais gouvernement il faut ça à pour la construction qui s'accambouane qu'aucun fait baïsine. Merci excellence. Ndeko Koibatimba, président Joseph Kabila azali na kati ya République démocratique du Congo. Depuis que Cour suprême
epesi ba résultat ya maponami oyo ya président oyo andimami bo président définitivement abimi ata mokolo moko na ekolo te atambolaka lelo aza na bakongo lobi aza na katanga lobi okuna na kisangani kasi lelo oyo aza na kisasa eloko nalobaki na lopoto awa lokola tosilisi na ino te kotia ba institution maso oyo eponamaki lokola parlement lokola gouvernement oyo ekobima mingi na majorité ya parlement ezali malamu te institution ya liboso oyo ebiangami président de la république atia masolo mingi pamba te tozali sikoyo na niveau ya justice eza kosala bolukiluki mpona makambo oyo ebimaki mwa nungunungu bacorruption boye na boye na seni makambo ememami sikoyo na institution wana tobengi justice soki tata mokonzi ameki koloba masolomi ya politique tango justice ezali kosala misalami ya yango kaka bino moko bapanzisango kaka opposition bandeko ya opposition nde bakobanda koloba alingi atia pression alingi ainfluencer justice po bato na ye baleka baopposa batikala nsima nde amibendi alobi justice esilisa na ino soki esilisi bakobimisa liste définitive ya parlement sikoyo tata mokonzi ya kobima kobanda koyamba baoyo babimisi lokola badéputé nationaux définitif boni na opposition boni na majorité nde akobanda masolo ya gouvernement mpe soki abimisi masolo yango akotinda na parlement donc sikoyo esengeli te tata mokonzi aloba mingi na makambo matali politique mpo mosala ya kotia bainstitution mosili na ino te kasi azali na kisasa aza na capitale aza mpe kokengela ekolo makambo maso baza koleka azali en charge eloko moko te aza maladi te ezali kaka vision na ye ndenge ekomami na mikano ya ekolo ntango bainstitution mikoki na ino te tata mokonzi fanda na ino nye zela makambo masila nde avandi nye esengeli bakongolais basepela kozala na mutula lolenge wana bamosusu omona aza président me boyokaki moko aza komiloba aza président me aza kotinda armée na police bakangela ye moto lokola ye akomi justice tia ye kaka memela ngai ye po bobanga bato ya ndenge wana moto ya malamu ezali moto arespectaka mibeko ya ekolo miboko elobi tika justice ebasala bolukiluki na makambo ya baparlement aye avandi nye ntango mosusu moninga na ye mosusu bakodeklare ye aza élu te monguna na ye bakotia ye élu ye avandi na ye nye nde respect aza kopesa na souverain primaire santé na ngai ezali malamu ndeko koi batimba nazali moto nakoki kozala na mwa nzoto kolongono te nakendeki kotala baminganga na ngai mpe nakendeke peut-être mbula misato nakei elingi te koloba ke mpo tokomi na periode oyo mwa débat ekomi makasi yo olobi lokuta te mpenga nazali molobeli ya gouvernement ekendaki kotala monganga na ngai ifo bato basepela o akufi boye na boye te atako nakufi mosusu akoya koloba mpe ndenge naza koloba mpo makambo eutaka na gouvernement ekolimwa te mpo nakufi donc eza lokola masano ya bana mike mais na tondi botondi na baye oyo bayokaki mpasi koyoka kenga nake kotala baminganga bakanisi ezalaki grave nzoka nde ezalaki grave te babinganga bamoni ngai bapesi nga makisi oyo bakisi oyo elongo banaki nazongi nzoto kolongo biso oyo toza kosolola ezalaki nango AVC te eloko moko ya boye te sikoyo makambo matali chalupa bato bapesaki ye bapapier bolukiluki ezali kosalema na bureau ya procureur général ya république bato wana bakosamba bakoloba boni bapesaki mopaya
papier ekolo na biso kasi ye moko Chalupa oyo akendeki soki kokorompre bato wana akozwa mpe etumbu yango wana baza kosimba ye kuna mpo aloba banani bapesaki ye bapapier wana nzokande azali na nationalité na biso te tokoki te kobengana motu beboye kaka tomoni ke aza national te me abimi na bapapier ya nationalité na biso aye kobengana te fo toyeba kaka ndenge olobi toyeba me eutaki wapi mabe wana eutaki wapi soki toyebi makambo wana maso justice ekoloba soki boloko nde bakokanga ye soki kobimisa ye kobengana ye azonga epai na bango tokoyeba ndenge justice ekoloba nde ekosalema makambo ya supu na tolo wana batu oyo bazali kozongisa boteki ya supu na tolo baza kobuka mibeko pe na mibeko ya biso bakokangema kaka ndenge oyo akala bakangemaki pe basakana te po leta elali pongi te ata komasano makambo ya maponami ebimaki ata kotosilisi na ino te kotia en place gouvernement ya sika gouvernement kaka oyo police ezali kuna justice elimwaka te bakokangema pe bakotiama na esika oyo totiaka badongolo miso po baza kodétruire société na biso na biloko wana ezala santé mentale ezala bana mike kopesaka bato biloko ya mutindo wana ekoki soki moke te kondimama na gouvernement nyonso wana nazalaki nango natondi bino botondi zolo betu banzati bamambo nyonso bemela GT rdcongoinfo.com rdcongoinfo.com site bimisi vo na kati ya masolo kigaleta ke rassembler na bino ya bana nyonso ya montikil na bengi bino boya na kati ya masolo ya rdcongoinfo.com. Hey, c'est Laetitia Mélodie. Donc voilà, je voulais vous parler d'un nouveau site rdcongoinfo.com. On est ensemble. Pour tous les Africains, pour tous les Africains de la diaspora, en tout cas, visitez le site, allez voir. Bana poto eza ya koinda RD Congo Info. Da tozo expliquer bino po ba site belo mo les aga ba payer belé mais awa na France to na site moko te botama awa. Ya moni RD Congo Info eye validé par Sarkozy gouvernement français endimi. O azali vraiment combattant à solo. O azali peut-être ngo panza sango ya combattant na mikili nyoso na Paris tozui site ya sika RD Congo Info. Nos informations sûres, allons tous sur rdcongoinfo.com. Des informations puisées à la source, la quintessence, l'originalité. rdcongoinfo.com. rdcongoinfo.com. Tozui site mwana sika botami botcheni site oyo eza ya kolanda RD Congo Info. Naloba te. Eza biso suka ya site RD Congo Info. Te monde entier awa kaka RD Congo Info. Moi c'est Pichou Vamou, Christophe Colomb, le caméraman international. J'ai visité un site rdcongoinfo.com, expert en exclusivité et en images de proximité. Salut, c'est Henri le propriétaire de tous les dossiers. Alors faites comme moi, soyez toujours branchés sur rdcongoinfo.com. C'est la télévision sur le net. rdcongoinfo.com, votre nouveau site. Vous aurez de tout. Musique, l'info en direct, théâtre, rdcongoinfo.com. Faut pas comparer l'incomparable. Monique Prod à la réalisation, préparez-vous. Ça va venir, mais ça va être du lourd. Du nouveau à Paris et dans le monde entier, le site RD Congo Info. N'hésitez pas, venez, c'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour tous les Africains, en particulier tous les Congolais. Donc, histoire belé, traiter sujet belé na katia rdcongoinfo.com. Alors, Tosimbango,
toyaka balobela biso tolobaka tant que le RD Congo info ben info à l'écouter comment ben info pas solo ezali donc ah on va comprendre maintenant que ben info est solo la vérité nanga linga olia biloko ola donc muta kolia information ola la zate donc ça n'a rien à voir na ba site tout parce que le monde la minute ba site peut bimé belé ya Mwanzu. Chers Congolais, nous ne serons pas déçus. Moi personnellement, Teddy Itao, j'ai fait la découverte. RD Congo Info, finale. Partagez-le, allez dessus, informez-vous et voilà, on reste toujours ensemble. Merci beaucoup. Tosuki awa kuna eloko ezate awa kaka osolo la masolo nyonso yo lingi vie culturelle, vie politique, même vie religieuse la kati ya rdcongoinfo.com masolo nyonso eza la kati evandi RD Congo Info la site ya biso moko ya biso nyonso site oyo bakotala te soki oza nani. Donc c'est ça la démocratie, c'est ça la liberté d'expression. Un temps aïe rdcongoinfo.com nabike banduleman tout bozala. J'ai été partout. Là, je suis dans Paris. rdcongoinfo.com, un site que je vous recommande vivement. Derrière la caméra, vous aurez l'indispensable Chouvan, votre serviteur. Oali pasteur, Oali bonaboy, obutaka pona mboka na yo. Oza information ya solo yaka na RD Congo Info. Opesa message na yo, ekoka pepele kuna bakolongola image moko te, bakoba voix moko te, tout yo koloba ekoleka kuna pe mokimo mboka koyoka yo. RD Congo, site ya sika, musique, théâtre, politique, effet à société, nyonso tout bolingi boloba. Obenga biso. Bolingi boyoka, obenga biso. Boya. Congo ya makasi yango rdcongoinfo.com. Omoni bino bolinga ocha choko do to che choko na site. Do to che choko do bolinga bino no ba congolais boko ma clair. Do RD Congo vos informations ya clair. RD Congo Info ya on te ko suki sa masolo.